Je vous ai déjà parlé précédemment du communautarisme. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par communautarisme? On veut dire que quelqu'un fait prévaloir les intérêts et les valeurs de sa communauté sur ceux du reste de l'humanité, ou peut-être du reste de la société dans laquelle il vit, ou du reste de l'humanité. Bien sûr, les communautés, ça peut être n'importe quel ensemble d'appartenance. Ça peut être une famille, un groupe d'amis, un groupe ethnique, un groupe religieux, une nation au sens politique du terme, ou une idée plus large comme celle de l'Europe. Ici, quand on parle de communautarisme aujourd'hui, on parle beaucoup plus des communautarismes soit de type religieux, soit de type nationaliste, hein. Nationalistes comme les Basques en Espagne, etc. C'est-à-dire des gens qui défendent, pourquoi pas, un certain nombre de valeurs communautaires et qui, en même temps, sont prêts, au nom de ça, parfois, à considérer le reste de l'humanité d'une façon pour le moins désinvolte, c'est-à-dire d'accomplir des actes qui seraient des violations des droits de l'homme. Quand on parle des droits de l'homme, on parle de l'humanité en général, et c'est cette idée que, pour ce qui concerne les droits de l'homme, on devrait avoir un sentiment de solidarité vis-à-vis de l'humanité en tant que telle et ne pas faire prévaloir les valeurs et les intérêts de sa communauté. Alors, valeurs et intérêts, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis les valeurs de la communauté, bien, évidemment, si vous êtes dans une communauté religieuse, vous avez les valeurs religieuses que vous considérez comme des valeurs qui viennent de plus haut, et vous êtes prêt, au nom de ces valeurs religieuses, à écraser le reste de l'humanité, parce que ces valeurs sont des valeurs que vous considérez comme fondamentales. Bien sûr, tous les religieux ne font pas ça, mais les religieux les plus radicaux, et en particulier Daesh, aujourd'hui, sont prêts, au nom d'une conception qu'ils ont de la religion, d'aller violer les droits de n'importe qui, puisqu'ils sont prêts à envoyer des types assassiner sur les terrasses des gens qui, paisiblement, prennent un verre ou mangent quelque chose, ou voient un concert ou un match de football. Donc, c'est vrai que le communautarisme très radicalisé, c'est vraiment dangereux. C'est-à-dire qu'ils font prévaloir les valeurs de leur communauté, les valeurs religieuses. Tous ceux qui n'y croient pas et qui ne sont pas d'accord sont des mécréants, hein, et donc, étant des mécréants, ce sont des adversaires. Ils font aussi prévaloir les intérêts de leur communauté. C'est-à-dire qu'ils veulent que leur communauté s'agrandisse, ils veulent qu'on reconnaisse la valeur éminente de cette communauté, etc., etc. Ça a existé dans toute l'histoire. Les nationalismes sont comme ça, les intégrismes religieux sont comme ça, et chaque fois que vous privilégiez un certain nombre de valeurs par rapport au reste de l'humanité que vous considérez comme inférieures, eh bien, vous êtes dans une logique de domination communautaire. Maintenant, il y a quelque chose qui est plus intéressant et peut-être plus difficile à aborder, et c'est ce que j'appelle le communautarisme des faits. Quand on parle des valeurs, on se dit c'est normal, les gens peuvent avoir des valeurs différentes. Donc, vous pouvez avoir des groupes communautaires, des gens qui, ensemble, pensent des choses différentes que des gens qui habitent un peu plus loin et qui ont été éduqués différemment et qui ont d'autres conceptions du monde, etc. Donc, en matière de valeurs, c'est normal qu'il puisse y avoir, et c'est bien, parfois c'est très positif, qu'il y ait des divergences. Bon. Mais en matière de faits, c'est pas la même chose. Bien sûr, vous avez parfois des divergences entre scientifiques, mais vous avez des divergences parce que les scientifiques ne sont pas encore arrivés à tester véritablement leur théorie, et à un certain moment, il y en a une qui l'emporte, et puis au bout de quelques années, on considérera qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle a des lacunes, qu'il faut la remplacer par une autre, etc., etc. Mais en général, dans l'état présent de la situation, on a les mêmes faits, tout le monde a les mêmes faits, et il n'y a pas des faits pour une communauté et des faits pour une autre communauté. On ne peut pas dire, du point de vue d'une communauté, c'est ceci qui s'est passé, et du point de vue de l'autre communauté, ah ben non, c'est le contraire qui s'est passé. Il faut savoir de la façon la plus honnête possible, c'est ça que j'appelais avoir du jugement, il faut savoir ce qui s'est passé, qui a fait quoi. Et une fois qu'on sait qui a fait quoi, ça peut arranger les membres d'une communauté quand celui qui a commis par exemple un crime est celui de la communauté ennemie. Si c'est un des leurs, ça ne va pas les arranger du tout. Et le communautarisme des faits consiste à essayer d'éliminer les faits qui ne concordent pas avec le préjugé de la communauté. Et le préjugé de la communauté, c'est très souvent, nous sommes dans notre droit, et donc nous sommes des victimes. C'est nous qui avons subi l'injustice. Ce sont les autres les bourreaux. Et à partir de ce moment-là, dès que vous avez des faits qui corroborent ça, ils seront acceptés très rapidement.
même si on ne les vérifie pas trop. En revanche, quand vous avez des faits pas plus difficiles à établir que les autres, mais qui montrent que ce sont les vôtres qui ont le mauvais rôle et qui sont dans le rôle de bourreau, ce qui peut arriver à tout le monde, au lieu d'exercer votre jugement critique et de dire « bon, ben, c'est comme ça m'embête beaucoup parce que je n'aime pas que ce soit les miens qui aient le mauvais rôle parce que je les aime bien, les miens, mais je reconnais que », au lieu de faire cela, vous essayez soit de les nier, soit, si vous ne pouvez pas les nier parce qu'il y a quand même trop d'éléments de preuve, de les sous-estimer, de dire que ce n'est pas trop important, ou de dire que oui, d'accord, si les nôtres l'ont fait, c'est parce qu'ils n'ont pas commencé, qu'ils étaient obligés de réagir, qu'ils avaient le dos au mur, etc., etc. Donc vous allez trouver des montagnes d'excuses pour essayer de sous-estimer cette action mauvaise qui a été accomplie par l'un des vôtres. Mais si l'action mauvaise a été accomplie par les gens du camp d'en face, vous n'avez pas besoin d'excuses. Vous allez tout de suite dire, regardez ce qu'ils ont fait, c'est insupportable, et ça corrobore notre idée suivant laquelle nous sommes des victimes. Et je pense que c'est très important de prendre ça en considération, parce que si chaque communauté a ses faits, si on filtre et qu'on ne prend que les faits qui nous arrangent, c'est-à-dire qui font cadre avec notre préjugé, nous les victimes, eux les bourreaux, eh bien, à partir d'un certain moment, il n'y aura plus de faits communs. Et s'il n'y a plus de faits communs, il n'y a plus de monde commun à partir duquel on peut parler et être éventuellement en désaccord. Et à ce moment-là, la pensée critique ne peut plus s'exercer. J'ai un exemple qui me semble fondamental et qui montre que vous avez une sorte de critère pour essayer d'indiquer s'il y a un préjugé ou pas. Il y a préjugé quand, pour des faits qui sont relativement difficiles à établir, l'interlocuteur demande mais des montagnes de preuves jusqu'à l'absurde. Il est toujours en non, ça ne s'est pas passé comme ça, il demande, et comme il n'y était pas, bon, il peut toujours douter. Pour d'autres faits, au contraire, il les accepte trop vite, presque sans preuve. Donc après les événements du 11 septembre, par exemple, il y a une rumeur qui a circulé sur le web et dans les rues, suivant laquelle les Juifs n'étaient pas présents dans les tours. Ce qui était faux. C'est une rumeur, comme ces rumeurs qui circulent, si on ne les vérifie pas, il y a beaucoup de fumée sans feu dans les rumeurs. Bon, on ne dit pas, on dit en général, il n'y a pas de fumée sans feu, mais il y a beaucoup de fumée sans feu dans les rumeurs. Et bon, on savait dans les nécrologies du New York Times, etc., qu'il y avait des Juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, des athées, enfin toutes sortes de gens qui étaient malheureusement, avaient été les victimes de ces attentats aveugles. Mais l'idée que ce soit les Juifs qui n'étaient pas présents, donc qui avaient été prévenus, donc qui étaient peut-être à l'origine de la chose, etc., était agréable pour certains qui se considéraient comme les victimes des Israéliens et des choses comme ça. Et donc, la rumeur a été très vite acceptée. Et ce n'est pas qu'on soit pro-israélien ou pro-palestinien, c'est des questions de valeurs, c'est des questions d'engagement politique, c'est autre chose. C'est qu'en ce qui concerne les faits, il faut les établir. Et si c'est une rumeur sans fondement, eh bien, il faut l'éliminer. Et c'est quand même très étonnant de voir que quand cette rumeur, au fond, qui invoquait des faits, ça aurait été possible, qui sait, tout est possible, tous les coups tordus sont possibles en histoire, mais il faut le montrer, eh bien, on acceptait cette rumeur avec une très grande facilité, tandis que si c'était des faits différents, ceux qui étaient plus ou moins établi, à savoir que c'était Al-Qaïda, donc non pas la responsabilité des musulmans, mais d'un extrémisme islamiste, eh bien, ça passait plus difficilement. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que chacun sélectionne ses propres faits et s'arrange pour accepter n'importe quel fait mal établi, c'est-à-dire souvent faux, parce que ça arrange le préjugé, nous les victimes, eux les bourreaux. Il faut qu'on ait la possibilité de les établir honnêtement, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et j'ai par exemple participé il y a très longtemps à une discussion entre Israéliens et Palestiniens. Les Israéliens qui étaient là et qui étaient pourtant des gens progressistes, et les Palestiniens aussi, les Israéliens sélectionnaient des faits dans cette histoire terrible qu'est l'histoire israélo-palestinienne. Les Israéliens parlaient des attentats suicides. Et il y avait une dame qui parlait de sa fille qu'elle avait perdue parce qu'elle faisait la file en attendant devant une discothèque et qu'un Palestinien s'était fait sauter, avait fait un attentat suicide. Et évidemment, de l'autre côté, les Palestiniens parlaient d'événements tout aussi réels en disant que les bombardements, souvent aveugles et disproportionnés de l'armée israélienne en représailles, etc., avaient fait beaucoup de victimes parmi des innocents, des enfants, etc. Et on sentait l'émotion présente. Et ce qu'a fait l'organisateur, c'est qu'il a dit « mais c'est facile pour les Palestiniens de parler des bombardements de Gaza ».
parce qu'ils sont les victimes et ce sont les Israéliens les coupables. C'est facile pour les Israéliens de parler des attentats suicides à Tel Aviv parce que évidemment que ces gosses qui attendaient devant une discothèque sont les victimes d'un attentat aveugle. Il dit ce qu'il faudrait, c'est que les Palestiniens soient capables de parler des attentats suicides et de les dénoncer éventuellement, et que les Israéliens soient capables de parler des bombardements à Gaza et de dire il aurait fallu réagir autrement parce qu'on a fait des victimes civiles et que c'est insupportable, c'était disproportionné, des choses comme ça. Il dit parce qu'à ce moment-là, nous avons tous les mêmes faits. Et à partir de ça, on peut raisonner en disant, bon, d'abord on va pas refaire le passé, mais on peut raisonner et on peut essayer de trouver un compromis. Tandis que si chacun garde les faits qu'il sélectionne et qu'il arrange, les gens vivent dans des bulles et dans des mondes différents et vous avez alors un communautarisme des faits et ça, je considère que c'est très dangereux. Ça s'est passé et c'est la dernière chose que je voulais dire sur ce point, ça s'est passé après les attentats contre Charlie Hebdo, les policiers, l'hypercachère en janvier 2015 à Paris. Il y a eu on a organisé, le gouvernement a organisé, les autorités scolaires, ils ont organisé des minutes de silence en hommage aux victimes. Bon. Et certains gosses ont refusé. Alors, il y avait deux catégories, enfin, je les simplifie. Hein. Il y a d'abord les gosses qui disaient moi, j'aime pas du tout ce que ces dessinateurs ont fait. Moi, je trouve qu'on ne doit pas dessiner le prophète. Et puis d'autres qui disaient il faut la liberté d'expression, etc. Là, il y avait une discussion possible. Parce que tout le monde aurait pu être d'accord sur le fait qu'indépendamment du fait de ce qu'on croyait, de ce qu'on pensait, de ce qu'on appréciait chez Charlie Hebdo, il est impensable d'assassiner des gens qui n'ont que leur crayon à l'arme de guerre dans des villes. Donc il y avait une discussion possible. On va discuter sur le fait de savoir si, on le verra plus tard, le fait d'être impertinent vis-à-vis des religions, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, ça se discute. Mais les gosses, c'était différent. Ils rentraient chez eux, ils allaient sur des sites internet qui sont souvent des sites complotistes, donc tout à fait simplificateurs, en disant que ce n'est pas les frères Kouachi qui ont fait les attentats, que ce sont les services secrets français ou américains, etc., etc. Et quelque part, ils étaient décervelés parce que sur ces sites complotistes, vous n'avez pas le moindre commencement de preuve, mais ils avaient leurs faits et pas ce qu'on leur disait du point de vue des autorités ou des médias dits officiels qui mentent toujours, selon eux. Et c'est ça de nouveau qui était terrible, c'est qu'on leur parlait de choses évidentes, enfin quasi évidentes ou bien prouvées, et ils avaient une réticence et une méfiance fondamentale qui est liée à tout un contexte qu'il faut essayer de comprendre. Moi, je les blâme pas, j'essaie de comprendre le phénomène pour essayer de le dépasser. Et puis vous aviez de l'autre côté, sur ces sites complotistes, on accepte n'importe quoi sans demander le moindre commencement de preuve. Et quand sur certains faits, vous demandez des montagnes de preuves pour certains faits et rien du tout pour d'autres faits, c'est que vous avez la présence du préjugé. Il y a des faits que vous avez envie d'accepter et des faits que vous n'avez pas envie d'accepter. Mais encore une fois, si vous acceptez, si vous établissez les faits en fonction de vos envies et de vos préférences, vous n'avez plus de pensée critique et donc c'est un danger fondamental contre lequel il faut lutter.